Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. On vous propose avec Jérôme donc un webinaire sur les risques psychosociaux, de vous parler de notre manière de voir les choses pour que vous puissiez aussi appliquer peut-être certaines choses dans vos propres organisations, entreprises, conseils. Jérôme et moi, on appartient au cabinet qui s'appelle Des ressources et des hommes, qui se trouve à Reims, mais qui intervient sur toute la région, un grand quart nord-est, hein. Parfois, ça va jusqu'à Saint-Brieuc, mais voilà, on intervient de Lille jusqu'à Lyon, Mulhouse, Strasbourg, pour vous dire. Donc moi, je suis Anne-Sophie Charrois, je suis consultante au sein de ce cabinet, psychologue du travail et intervenante en prévention des risques professionnels, tout comme Jérôme, qui est le créateur du cabinet. Je ne sais pas si Qui tu veux est rajouter un aussi mot. psychologue du travail, intervenant en prévention des risques professionnels. Et puis voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour notre présentation. Notre cabinet, en fait, fait de la formation, du conseil, de l'accompagnement, en fait, des entreprises. Et notamment ici, quand l'employeur, l'organisation est en face de problématiques, dans des turpitudes, et que ça concerne la dynamique humaine, voilà, on peut intervenir. Un petit mot sur l'intention du webinaire, tu veux? Oui. Notre intention, en fait, en réalisant ce webinaire, c'est d'apporter, en fait, une manière un peu différente de regarder le sujet qui est quand même pas sexy, du risque psychosocial en entreprise, de le regarder avec un œil un tout petit peu différent de celui qu'on a l'habitude d'utiliser, à savoir celui de la dramatisation. Euh, je pense qu'on peut déjà aller à la conclusion, en fait, qui est de dire, c'est pas forcément un problème que d'avoir des problèmes, en fait. Le vrai problème, c'est plutôt de ne pas savoir les traiter. Et quand on déploie des méthodologies un peu décalées, qui apportent des options utiles, intéressantes et fructueuses, on s'aperçoit en fait qu'on peut on peut les aborder en fait ces problèmes-là avec peut-être un petit peu plus d'entrain, d'intérêt, et on peut baisser aussi en fait le niveau d'anxiété sur les sujets. L'idée là, c'est de refaire un peu une brève diapo sur les différentes définitions du Code du travail qui, je pense, que vous devez connaître pour beaucoup, mais Code du travail, INRS, Santé publique France, mais ça permet de reposer un peu les bases. Ici, si on prend la définition des risques psychosociaux par rapport donc, au Code du travail, le Code du travail ne donne pas de définition directe des risques psychosociaux, mais il impose quand même une obligation de sécurité qui concerne la santé physique et la santé mentale. Je vous lis juste le petit extrait de l'article L4121-1 du Code du travail. C'est l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, les RPS, c'est un objet de prévention. La santé mentale, ça s'intègre dans la notion de sécurité au travail. Et les RPS sont considérés comme un risque à part entière, un risque professionnel à part entière. Euh, pour l'INRS, je vous lis la petite définition. Les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où sont présents du stress, des violences internes entre collègues ou avec la hiérarchie, ou des violences externes exercées par des personnes extérieures à l'entreprise ou à l'encontre des salariés. Donc là, on va voir qu'il y a trois grandes familles en fait, hein, de RPS, le stress, les violences internes et les violences externes. Et c'est la nature de la définition est plus orientée dans le sens opérationnel on classe les différents risques.
Ensuite, vous avez Santé publique France qui a un regard plus systémique, plus axé sur la santé globale. Eux définissent les risques psychosociaux de cette manière-là. Les risques psychosociaux regroupent les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc, ils soulignent, eux, l'impact des risques psychosociaux sur la santé mentale, sur la santé physique et aussi sur le fonctionnement social. Par exemple, l'isolement, les conflits, tout ce qui peut être délétère dans une organisation au niveau de l'ambiance et de la sociologie. Donc, voilà, là, on voit que ce qui est commun à ces différentes définition, en fait, c'est qu'on parle de souffrance au travail, en fait, hein, les risques psychosociaux vont être facteurs de souffrance, mais on ne va pas les aborder forcément de la même manière. Euh, Tu veux prendre la suite? Oui. Ou ajouter des choses, peut-être. Oui, ce qu'on ne peut pas s'empêcher de relever quand on lit ces définitions-là, c'est que on va regarder le risque psychosocial à partir de ce que ça produit, à savoir de la souffrance et toutes les formes de souffrance, et ce qui le produit, en l'occurrence en fait des violences internes ou externes. Le, on verra tout à l'heure en fait que, il y a un autre élément en fait qui est à prendre en considération et que ces définitions-là en fait ne prennent pas en considération. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Donc là, ce que je vous propose pour la suite, c'est de faire vraiment un mini sondage, et donc de vous impliquer. Et de répondre à la question suivante. Dans votre organisation, dans l'entreprise que vous accompagnez, le traitement des risques psychosociaux se fait plutôt en mode quoi? Est-ce que c'est en mode curatif du type gestion de crise ou préventif pour éviter les crises ou les deux? Le mode curatif, donc ceux qui ont répondu qu'ils interviennent sur le traitement des risques psychosociaux plutôt en mode curatif, c'est-à-dire gestion de crise, c'est 24% des participants. En mode préventif pour éviter les crises, c'est plutôt 18%, c'est un peu moins. Et les deux, donc ce qui est plutôt encourageant, à 59%. Voilà le résultat du mini-sondage. Donc, ça nous permet d'introduire la slide suivante. Euh, La slide suivante, en fait, qui voilà. a pour objectif de nous rappeler, en fait, parce que j'imagine que c'est dans la tête de tout le monde déjà, mais comme les évidences, en fait, c'est toujours pertinent de se remettre les pensées à l'endroit. C'est la différence entre le danger et le risque. Qu'est-ce que le risque à proprement parler? Alors, on vous propose un petit modèle tout simple et facile à comprendre avec des choses vraiment simplifiées. À savoir, le danger, on va se le représenter de cette façon-là, comme étant quelque chose de potentiellement dangereux dans l'organisation. Alors, quand on est sur du risque psychosocial, en fait, on n'est pas avec un risque physique. Là, on a choisi de le représenter comme un risque physique. Si on a une source de chaleur, par exemple, dans des entreprises, en fait, on a des fois du métal qui est en fusion et ça représente un réel danger si on met la main dessus. Ça, c'est le danger. Et puis, on a la personne qui est en face. Et la personne, en fait, plus elle va être proche du danger, plus le risque va être important. Et donc, le risque, c'est la mesure inverse de la distance entre la personne et le danger. Inverse parce que plus la distance est courte, plus le risque est grand. Alors, très facile à comprendre sur la question du risque physique, c'est-à-dire plus je suis proche de la source de danger et plus je suis en risque. C'est un peu plus subtil quand on va aborder le thème du risque psychosocial, puisque le danger, là, il est immatériel. Le danger, il est représenté par des communications délétères, par
un niveau de pression important, par des présupposés dans l'organisation qui vont être difficiles à assumer pour la personne. Enfin, il est de toute nature, mais il est la plupart du temps complètement immatériel. Alors, comment on mesure en fait la distance entre une personne et ce danger qui est immatériel? Cette distance, en fait, elle ne sera pas une distance physique. Ce sera une distance en fait qui va plutôt correspondre à comment cette chose est loin de moi ou comment je suis correctement équipé pour savoir faire avec. Donc, si par exemple dans l'organisation, j'ai un ou une collègue qui a tendance à proférer des jugements sur celui-ci ou celui-là, et que ces jugements-là n'ont aucune prise sur moi parce que je sais ce que je vaux et je n'attends pas que cette personne me dise quelles sont mes qualités, dans ce cas-là, en fait, le risque, il est infime parce que le danger est très très loin de moi. Si par contre j'ai une petite sensibilité ou une difficulté en fait à m'accorder à moi-même du crédit, quand je vais rencontrer le jugement de cette personne, et c'est son jugement en fait qui représente le danger, dans ce cas-là en fait le risque va être important parce que la distance est très très courte. Voilà. Donc on va retrouver ça avec pas seulement le jugement, mais on va retrouver ça avec des communications brutales, des communications violentes, des communications grossières. On va retrouver toutes ces formes-là pour lesquelles nous ne sommes pas tous équipés de la même façon, ni de la bonne façon toujours. Je ne sais pas si c'est bien clair et si c'est bien suffisant pour tout le monde, mais je vais considérer que oui. Voilà. Ça nous amène à la diapo d'après, sur les différents niveaux de prévention par rapport à ces risques. Alors là, on reste en fait dans le référentiel de l'INRS qui classe trois niveaux de prévention. Donc, trois manières d'aborder le sujet du risque. La première manière, en fait, correspond en fait à la définition de la prévention primaire, qui correspond à la manière avec laquelle on va pouvoir soit supprimer le risque, soit définitivement écarter. euh, enfin, supprimer le risque, en fait, ça veut dire de supprimer le danger. Alors, supprimer le danger, c'est par exemple si on travaille avec une source de chaleur et qu'on ne peut pas, enfin, si, qu'on peut ne plus travailler avec cette source de chaleur, dans ce cas-là, en fait, on a supprimé le danger. Et si on ne peut pas le supprimer, en fait, c'est de supprimer l'exposition au danger. Donc de trouver des moyens techniques ou matériels qui font que on n'a plus aucune possibilité d'être en contact avec cette source de danger. Dans le risque psychosocial, ça va nous donner des formats un peu particuliers où on ira travailler sur des questions de culture organisationnelle, de manière de fonctionner ensemble. On va retrouver, par exemple, dans les organisations où on fonctionne dans des logiques de compétition et que la compétition, en fait, elle est vécue en interne, on met les collaborateurs en compétition les uns avec les autres, on va avoir un facteur de risque qui va être important à cet endroit-là, puisque pour que je gagne, il faut que tu perdes. Pour que je sois le premier, en fait, il ne faut surtout pas que toi, tu le sois aussi. Et donc, dans ces cultures-là, on va avoir comment dire, une politique de management et d'engagement des énergies qui fabrique du risque. Et si on veut intervenir sur ce type d'organisation au niveau primaire, on ira chercher une mutation de la culture du groupe pour basculer de la compétition à la coopération. Et dans des logiques de coopération, en fait, c'est pour que je gagne, il faut que tu gagnes aussi. Et si on gagne ensemble, en fait, on a gagné bien plus que si on était chacun dans son coin. Et ça, ben, ça nous emmène sur des formats d'accompagnement des organisations qui vont générer donc des choses en profondeur. Et la plupart du temps, ça va nous amener à devoir réfléchir et faire réfléchir en fait toute l'organisation sur quels sont les présupposés avec lesquels on fonctionne au quotidien. Ensuite, on va avoir la prévention dite secondaire.
Là, c'est quand le risque, en fait, on ne peut pas l'éviter. On est obligé de fonctionner avec. Donc, toujours avec une illustration sur du risque physique, je dirais que le métier de couvreur est un métier dans lequel on a un risque évident de chute. Et si on dit supprimer le danger, ça veut dire ne plus monter sur les toits. Le couvreur, en fait, il ne peut pas se l'offrir. Donc là, dans ce cas-là, la prévention primaire n'est pas possible sur un sujet comme celui-là. Il faudra donc trouver des moyens de prévention qui vont éloigner le risque. Et donc, on mettra des garde-corps, on mettra ce qu'il faut d'échafaudage, de sécurité tous azimuts. Et donc, dans ce cadre-là, on préférera systématiquement les actions collectives aux actions individuelles. Donc, les équipements de protection individuelle seront utilisés en dernier recours. L'intention en fait, de la prévention secondaire, c'est d'augmenter la distance avec le danger, entre la personne et le danger. Dans ce cadre, toujours, si on revient sur le risque psychosocial, on va s'apercevoir que là, on va pouvoir transmettre, par exemple, à travers une politique de formation, des compétences aux collaborateurs pour qu'ils soient en capacité de communiquer proprement, de gérer les situations de conflit pour éviter que ça bascule dans des violences relationnelles. Il y a tout un éventail en fait, d'options et de solutions à cet Mm. endroit-là qu'on mobilisera en fonction des caractéristiques de la situation qu'on a à traiter. Et puis, on a ce que j'ai l'habitude d'appeler la prévention trop tard, c'est la prévention tertiaire. Donc là, le risque, il s'est réalisé. Le contact avec le danger a eu lieu. La personne, en fait, a été choquée, troublée, percutée, en fait, par le problème. Et donc, la prévention tertiaire, elle va s'attacher à permettre à l'organisation de retrouver un mode de fonctionnement optimal en traitant bien sûr la victime, en lui apportant du secours, de l'écoute psychologique par exemple quand on est sur du risque psychosocial, mais de traiter aussi tout le système parce que quand on a eu par exemple un suicide au travail, on va avoir des gens qui sont autour, qui ne sont pas directement concernés par le sujet, mais qui sont malgré tout profondément impactés parce que quand on a perdu un collègue ou qu'on a presque perdu ou qu'on a cru qu'on allait perdre un collègue, on peut se retrouver bouleversé avec du questionnement sur l'existence, sur sa responsabilité individuelle, sur les obligations qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Il y a plein de questions existentielles en fait, qui émergent à ce moment-là. Et dans ce cas-là, en fait, il y a besoin d'un petit coup de main. Voilà. Donc chez nous, par exemple, on va développer des cellules d'écoute dans certaines entreprises qui vont se mobiliser au fil de l'eau. On va avoir un fil téléphonique, par exemple, qui est à disposition pour certaines entreprises avec lesquelles on a conventionné. Mais on va avoir aussi en fait des interventions ad hoc sur des situations de crise graves. Mm. Voilà, ce sont les trois niveaux de prévention. Alors, c'est évident que si on peut s'offrir de la prévention primaire, on va avoir moins de prévention secondaire et si possible, pas de prévention tertiaire. Mais c'est rare que ça se passe comme ça, tout le temps. Et des fois, même avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens accordés, on ne peut pas éviter que le pire survienne. Voilà ce que Donc j'avais à ça, dire. c'était pour les trois niveaux de prévention. Quand nous, on intervient aussi dans les entreprises, c'est souvent des temps de crise, Oui. des temps où le risque s'est réalisé. Donc, et ces temps de crise sont aussi l'occasion de retravailler en fait sur l'ensemble des niveaux de prévention pour générer du meilleur. Voilà. Oui, c'est-à-dire que la prévention primaire et la prévention secondaire, on va les retrouver dans le document unique d'évaluation des risques et dans le plan de prévention qui va suivre. Ça s'appelle pas PRIPACT en fait dans les entreprises qui ont un effectif important. Ça s'appelle juste document unique et puis plan de prévention pour les entreprises d'un effectif moins important. En général, en fait, on remplit bien la prévention secondaire.
Mais quand on arrive à de la prévention tertiaire, quand on a été obligé en fait de mobiliser des moyens pour traiter des situations de critiques, par exemple, on a eu une alerte harcèlement, on a eu des personnes qui ont déclaré des détresses psychologiques. Dans ce cas-là, en fait, c'est systématiquement qu'il y a dans le plan de prévention un trou dans la raquette et ça nécessite en fait de re-questionner le plan de prévention et de redéployer des moyens pour que ce trou ne soit plus dans la raquette. Donc la plupart du temps, on va avoir des dirigeants qui vont être disponibles pour réfléchir à tout ça quand malheureusement le risque est réalisé, quand le drame est arrivé. Euh, c'est un peu comme on peut faire avec le dentiste. C'est-à-dire que c'est un sujet qui fait plutôt peur, qu'on n'aime pas, c'est pas agréable. Et donc, si on peut mettre la poussière sous le tapis, faire comme si qu'on n'avait pas de problème, eh bien, on va attendre que la douleur soit suffisamment importante pour qu'on ne puisse plus tenir. Et là, on prendra rendez-vous. Alors on a ça, et ça c'est la gestion de crise, c'est le curatif. Et puis on a le préventif, en fait, où on fait sa petite visite tous les ans, et puis on évite d'avoir la carie Mm. qui devienne insupportable. Voilà. Donc maintenant, on va vous parler alors des approches classiques, mais l'idée, c'est aussi de voir les choses autrement, comme on vous avait expliqué au départ, de vous présenter une approche qui permet de décaler un petit peu le regard et puis de voir comment faire avec les risques psychosociaux. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter les approches classiques très très rapidement et leurs limites et comment on peut voir les choses autrement. Donc, classiquement, quand on a une difficulté, et la difficulté, ça peut être une alerte harcèlement, un danger grave imminent, on a des choses comme ça qui remontent. Ça va remonter soit par la représentation du personnel, soit par l'inspection du travail qui est sollicitée régulièrement par les collaborateurs. Ça peut remonter de différentes façons. Ça peut remonter aussi par la médecine du travail, pardon, qui à un moment donné a eu des visites incessantes de la part de collaborateurs qui se plaignent d'un certain nombre de choses dans l'organisation. Et quand le problème arrive, l'employeur reçoit une injonction en fait, qui est de mettre en place un diagnostic, de mettre en place une enquête sur les histoires de harcèlement, par exemple. Et donc, ce que l'on fait de manière globale dans ce cas-là, ça va être de mesurer le problème. Et mesurer le problème, en fait, ça veut juste dire, on va regarder, on va collecter en fait les indices hein, qui nous permettent de mesurer l'étendue du symptôme. Et donc, ce que l'on récupère en situation de crise, c'est l'endroit de l'organisation qui va percer en fait ou qui va craquer. Et la limite de ça, c'est que si on se contente de ça, on va chercher qui est le vilain dans l'histoire, donc qui est à l'origine de l'émergence du trouble. On peut être tenté de sanctionner en fait celui-ci pour traiter le sujet, pour éviter que ça se reproduise. Enfin, on va mettre en place des moyens. Mais les moyens, en fait, ils sont plutôt au format de la punition, de la sanction. Alors ça, tous les conseils juridiques le savent. En fait, la sanction, elle est disciplinaire, elle suit un protocole, elle doit respecter un formalisme particulier. Et elle sera l'objet d'une contestation, c'est quasi inévitable. Et à la fin, ça fait souvent du risque financier. Et ce qu'on sait en fait, c'est que même si on a sorti dans une organisation quelqu'un qui avait des comportements, par exemple managériaux inappropriés, on va avoir un effet de soulagement instantané avec des personnes qui disent maintenant on va pouvoir respirer parce que ce vilain n'est plus là. Et puis dans les 6 mois ou dans les 12 mois qui suivent, on va s'apercevoir que quelqu'un d'autre en fait a récupéré cette fonction-là et puis qu'il y a de nouveau des plaintes et c'est ça qui nous fait dire en fait que ces options-là sont des options
utile, nécessaire souvent, mais largement insuffisante, puisque elles ont pour fonction en fait, de traiter le court terme. Et si on veut être dans une logique de prévention à moyen et long terme, elles sont largement insuffisantes. Mm. Donc, on va se poser la question en fait de qu'est-ce qui fabrique le risque? Qu'est-ce qui fabrique le risque quand on a, par exemple, des salariés qui, à un moment donné, vont trouver que leur situation est insupportable parce que la pression est trop forte, parce que les moyens qu'on leur alloue pour atteindre les objectifs ne sont pas conformes, pour quelque raison que ce soit, on va s'apercevoir en fait que si je me pose la question de qu'est-ce qui fait que ce manager-là, par exemple, va déployer un comportement nocif dans l'organisation, la première tentation, c'est de dire ce manager est un vilain, en fait, et il a un fond mauvais, un pervers narcissique, enfin des choses qu'on a déjà entendues. Et dans ce cas-là, en fait, on lui met la sanction, on le sort, et puis on a l'impression qu'on a traité le sujet. Mais si on se pose la question de quelle bonne raison peut avoir ce manager de déployer des comportements toxiques dans l'organisation, on va déjà enlever en fait le mot toxique. C'est en quoi c'est important pour lui d'agir de cette façon-là sur ses collaborateurs, par exemple en les disqualifiant. Et si on se pose cette question-là, on va s'apercevoir que la réponse qui va arriver, c'est que, il est lui-même en insécurité avec ses propres compétences. Ah, qu'est-ce qui fait en fait que le manager est en insécurité avec ses propres compétences? Il est devant des choses à faire et il ne sait pas les faire, par exemple. Et bien dans ce cas-là, on ne va pas se poser la question enfin, on ne va pas rester à cet endroit-là du questionnement, on va remonter encore un petit peu. Et qu'est-ce qui empêche ce manager de dire je suis en difficulté? Et là, on va arriver en fait, à un endroit qui est la culture de l'organisation. Quoi dans la culture de l'organisation empêche de dire je suis en difficulté? Et quand on va gratouiller à cet endroit-là, on va s'apercevoir qu'il circule en fait dans l'organisation Mm. un petit programme qui oblige à être toujours brillant, par exemple, être toujours propre sur soi, toujours impeccable, toujours en professionnel. Pas le Et, droit à l'erreur, par exemple. ouais, le Mm. perfectionnisme, Mm. le non-droit à l'erreur vont fabriquer une pression du collectif sur les individus dans le collectif. Et ça, c'est en rapport donc avec la culture de l'organisation. On a aussi en fait la possibilité d'identifier quoi dans l'environnement de l'organisation. Donc par exemple, là, ça va nous parler des violences externes dont on parlait tout à l'heure. Euh, Quoi dans l'environnement fabrique du risque psychosocial? Comme par exemple, on a dans certaines organisations, on a un contact avec une clientèle qui n'est pas forcément complètement courtoise. Et, et- et là encore, en se posant la question de qu'est-ce qui fait que cette personne-ci, en face d'un client discourtois, va se retrouver en difficulté alors que son collègue juste à côté, en face du même client discourtois, va savoir faire, ça va nous raconter euh, ce que la personne a de savoir-faire dans sa poche qui lui permet de savoir ou de ne pas savoir faire. Et donc, c'est encore l'organisation qui doit nous éclairer sur ses présupposés, son fonctionnement, toutes ses croyances, en fait, les croyances de l'organisation. Mm. Et les croyances les plus structurantes, en fait, sont celles qui sont inconscientes. Hein, celles qui font qu'on ne sait pas qu'on pense comme ça, parce qu'on ne se l'est jamais dit, mais en fait, on pense comme ça. C'est celles qu'on va retrouver quand on va explorer en fait, les sujets de discrimination et les préjugés. Donc, ceci étant dit, voilà, il y a des approches qui vont être plus euh, des approches causales. En fait, on va rechercher les causes et d'autres approches qui vont être, enfin, une autre approche qu'on va vous présenter juste après, qui est une approche qui va chercher à voir tout ce qu'il y a dans le système humain qui conduit à ce que les gens se comportent de la manière dont ils se comportent.
Donc, c'est la pensée mécaniste versus pensée systémique. Bon, on va vous présenter. La pensée mécaniste, en fait, c'est la pensée de Descartes. Euh, Tout fonctionne comme une machine. Et quand on a compris la mécanique, on a compris comment ça fonctionne. Cette pensée-là, elle est fondée en fait sur quelque chose de plutôt binaire et sur une relation de causalité. C'est-à-dire qu'il y a un A qui va avoir un impact sur B et la cause du trouble de B en fait est identifiée par le comportement de A. Cette relation de causalité, elle va nous inviter à penser les gentils et les méchants. Elle va nous inviter à penser que quand on a traité la cause, en l'occurrence A, et qu'on a réussi à neutraliser son comportement, alors B va pouvoir vivre en paix. C'est un schéma de fonctionnement qui a été beaucoup utilisé dans la médecine allopathique. C'est un schéma de fonctionnement en fait qui est encore beaucoup utilisé dans le cadre de l'organisation de notre système de justice. On retrouve ça aussi beaucoup dans l'éducation, une relation causale. Alors c'est une relation, enfin c'est une pensée qui est issue de la pensée de Descartes et qui a structuré toute notre société jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et au XXe siècle, en fait, va arriver une autre manière de se représenter les choses avec la pensée systémique. Donc là, l'origine, c'est Ludwig Bertalanffy qui a proposé en fait une autre manière de regarder les choses en se disant tout simplement il y a des boucles de rétroaction. Donc A va influer sur B, mais B en fait par ses réactions va lui aussi influer sur A. Le principe de la boucle de rétroaction, si je veux l'illustrer par un petit schéma tout simple, en fait, c'est le système de chauffage à la maison. J'ai un thermostat dans le salon et j'ai une chaudière au sous-sol. Et mon thermostat va donner des indications à la chaudière qui se mettra ou pas en route en fonction. Et si la chaudière se met en route, à un moment donné, j'ai le salon qui va se réchauffer, le thermostat va renvoyer l'indication comme quoi il faut calmer le jeu parce que il ne faut pas que ça monte trop haut. Et donc on a A qui influe sur B et B qui influe sur A. Ce schéma, en fait, il a l'air de rien, mais il est super important parce qu'il va nous permettre de comprendre le bug qu'on fait quand on a A qui déclare qu'il est harcelé par B et B en fait qui dit mais moi aussi je suis harcelé par A. Et ça, c'est des cas de figure en fait que nous avons rencontrés très souvent dans les organisations de travail quand on a des situations critiques à explorer. Donc les choses ne sont pas si faciles que ça, pas si nettes que ça. Et quand on raisonne mécaniste, quand on raisonne causalité, on va très facilement aller à l'endroit de qui est gentil, qui est méchant et qui sont les gens. Quand on est à l'endroit de la pensée systémique, on va s'apercevoir en fait qu'on a bien sûr un A, c'est une personne, on a un B, c'est une personne aussi, mais qu'on a un système en fait d'interrelation entre A et B qui en soi est aussi un élément du système. Et donc on a bien plus qu'un A plus un B, on a un système complexe. Et dès qu'on rajoute un C, un D, un E, un F et jusqu'au Z, donc dans des équipes un peu importantes, hein, pour un couple A plus B, on va avoir deux flèches. Dès qu'on rajoute un troisième élément, on va avoir six flèches. Et si quand on en met un quatrième, en fait, on démultiplie encore et c'est une augmentation exponentielle. Et donc, le volume d'interaction possible, des possibilités d'interaction et de l'impact des uns sur les autres dans une organisation complexe, dès qu'on commence à avoir plus de trois éléments, ça devient un élément à part entière. C'est ce que nous, on appelle donc la culture de l'organisation, les présupposés avec lesquels on fonctionne. Et
cette pensée systémique, elle se donne la possibilité d'aller explorer tout ça en évitant de se contenter de pointer du doigt une personne qui serait désignée la vilaine dans le système et qui ferait en fait le remède pour tout le monde si, à la façon de la tragédie grecque, en fait, on s'offrait la possibilité de la mettre à mort. Donc, quand on intervient avec cette pensée systémique, ça permet de voir à quel endroit se situe le symptôme, et le symptôme est le problème ou la conséquence de quel autre problème, en fait. Qu'est-ce que ça vient résoudre dans le système humain qu'on est en train d'étudier? Par exemple, si on se parle mal dans une organisation, on va aller essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui fait que les gens se parlent mal, en quoi c'est important de réagir de cette manière-là, c'est la solution à quel autre problème, et peut-être que c'est une manière de survivre dans l'organisation. Donc, si c'est une manière de survivre, ça veut dire, encore une fois, qu'il y a des présupposés, une culture, un management, enfin, plein de paramètres qui permettent ou qui alimentent cette manière de communiquer. Donc, l'approche systémique, elle permet d'ajouter des éléments importants, différents paramètres, et d'aller poser des remèdes au bon endroit dans les différents plans d'action. Mm. Ouais. Pour illustrer ça, on est intervenu dans une organisation où on avait un manager en fait particulièrement toxique dans l'organisation. Et quand on arrive dans le système, on a la quasi-totalité de l'effectif en fait qui nous désigne cette personne comme étant nocive. Et la solution qu'on nous propose, c'est de neutraliser le comportement en neutralisant la personne. Bien sûr, en fait, c'est important de mettre à distance le fauteur de troubles à l'intérieur de l'organisation et de mettre en sécurité l'ensemble du personnel. Ça, c'est une mesure conservatoire et on ne va pas s'en priver. Mais si on se contente de ça, on est ultra limite parce que très rapidement, le système va reproduire la fonction et qui est une fonction de maltraitance. Parce que ce n'est pas un problème, en fait, la maltraitance, c'est la solution que le système a trouvée pour maintenir son équilibre. Alors, des fois, c'est un peu compliqué, en fait, de le présenter comme ça, quand on a, enfin, de le présenter aux personnes qui sont en souffrance dans le système. C'est un exercice pas facile, parce que ceux-là, en fait, ont vibré négativement sur le sujet et leur dire il y a une fonction utile à ce comportement nocif, c'est des fois incompréhensible. Et pourtant, en fait, c'est ça la solution. Si on se pose la question de en quoi c'est important pour ce manager de générer de l'inconfort pour les collaborateurs, on va s'apercevoir que ce manager était lui-même en grand inconfort et que sa gestion de l'inconfort, c'était je ne veux pas être tout seul dedans, je ne sais pas dire en fait que je ne sais pas faire, je sais pas, je ne m'autorise pas en fait à le dire. Et donc, le système m'oppresse, et comme il m'oppresse, en fait, j'oppresse à mon tour. Et donc là, on va remonter après, qu'est-ce qui a manqué dans l'organisation pour que ce manager à cet endroit-là puisse dire, je suis en difficulté. Alors peut-être en fait que la culture de l'organisation empêche de dire, peut-être que la culture de l'organisation permet de le dire, mais la personne ne se sent pas autorisée à le faire. Donc là, ce sera ses propres croyances en fait qui vont l'empêcher de dire. Peut-être qu'il n'y avait pas dans cette organisation un système de régulation qui permettait d'exprimer en fait ce type de difficulté et puis d'apporter du remède. Peut-être que l'encadrement de ce manager n'était pas à l'écoute de la difficulté du manager. Enfin, il y a énormément d'options possibles.
Et donc, le travail va consister à explorer tous ces aspects-là pour aller repérer qu'est-ce qui a manqué dans l'organisation pour que ce type de situation puisse se réaliser. Voilà. Peut-être qu'on va vous présenter maintenant la méthodologie voilà, avec laquelle on intervient et qui fait aussi poser des questions pour vous dans votre pratique, comment aborder les sujets et voir comment ça peut aussi vous permettre d'améliorer certaines choses dans l'organisation, toujours dans cette optique de prévention et de regard différent sur les sujets RPS. En- en- voilà, avec une petite précaution qui est, c'est un exemple de méthodologie. Il n'y a pas il y a pas de méthodologie standard à appliquer sur tout type de situation risque psychosocial. D'expérience sur les 20 dernières années maintenant où on travaille sur ce sujet-là, je crois que moi, je n'ai jamais déployé deux fois la même méthodologie. C'est pour dire qu'à chaque fois, en fait, il faut réinventer la manière d'intervenir parce que le nombre de paramètres est colossal et il faut tous les prendre en considération pour imaginer en fait la meilleure façon de faire. Alors, la première entrée, elle se fait toujours sur la présentation d'une situation et on a, la plupart du temps, c'est quand même le dirigeant, le comité de direction qui va nous solliciter et qui va nous raconter la difficulté dans laquelle l'organisation se trouve. Et donc là, on va chercher à identifier les interactions, les dynamiques, l'organisation de la structure, tout ce qui permet de dire on a repéré le comment le risque psychosocial se fabrique. C'est le premier temps. Le deuxième temps va consister à identifier comment le risque psychosocial s'aggrave. Donc, par quel mécanisme les positions des uns et des autres vont se renforcer. Et au lieu de desserrer les nœuds, cette dynamique-là a tendance à les resserrer. Et donc, comment on arrive, avec l'accroissement des niveaux de tension, à fabriquer de l'épuisement, à fabriquer de la souffrance psychologique, à fabriquer de l'arrêt maladie, à fabriquer de l'inefficacité professionnelle. Donc, comment l'accroissement des tensions va fabriquer à un moment donné les points de rupture. Ensuite, on va envisager avec l'ensemble de l'effectif, quand c'est possible, en fait, c'est vraiment beaucoup mieux de le faire avec l'ensemble de l'effectif, un travail de co-construction. Quand on ne peut pas, on va le faire avec un effectif réduit. Ça dépend vraiment des organisations. Mais de co-construire ce que pourrait être, ce que devrait être l'organisation si elle se donnait les moyens d'aller mieux. Dans ce cadre-là, on va avoir des outils ou des méthodes qui vont nous permettre de basculer très progressivement de l'expression des insatisfactions des acteurs de l'organisation, des souffrances psychologiques, des souffrances tout court. Il faut que ça s'exprime, il faut que nous les accueillions, il faut que nous les entendions. Et puis, on va aller sur l'identification des valeurs ou des besoins qui sont insuffisamment servis ou qui sont maltraités pour comprendre en fait que derrière les souffrances, il y a quelque chose qui manque. Et puis, on va inviter les acteurs à formuler ce qu'ils pourraient demander à l'organisation pour que celle-ci aille mieux. Et en procédant de la sorte, on s'aperçoit en fait qu'on va basculer tout le collectif d'une insatisfaction plutôt qui s'exprimerait en vrac pour aller progressivement dans des propositions
raisonnables, acceptables pour l'employeur, mais des propositions d'amélioration du système. Et quand on fait ça, on permet aux acteurs de sortir du costume de l'opposant systématique ou de l'éternel pas content pour rentrer progressivement en fait dans une responsabilité d'acteur du devenir de l'organisation. Donc, en quelque sorte, l'intelligence, elle est dans le système, on va l'utiliser, on va la mobiliser, et ça va permettre enfin, quand on utilise cette technique-là, de rassurer les différents acteurs, de mettre de la sécurité, en fait, dans le système, pour permettre l'expression des besoins et en fait, commencer à reconstituer une conscience collective, une conscience du nous, et une conscience de la mission de l'organisation, pouvoir se recentrer, sur la mission de l'organisation. Parfois on intervient sur des petites équipes, des petits services, des problèmes qui sont ponctuels, et puis d'autres fois sur un ensemble, l'ensemble d'un collectif, une entreprise entière, 50 personnes, 70 personnes, qu'on va associer en fait à cette démarche-là. Et le fait de mobiliser l'intelligence collective, hein, ça permet de se recentrer après sur les sujets importants de l'organisation et nettoyer un peu aussi ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans l'organisation. Ensuite, il reste à mettre en œuvre les propositions. Donc ça, c'est plutôt l'entreprise en fait qui va s'emparer du sujet, aussi de manière participative et engageante pour tout le monde, avec une intention en fait qui est d'ajuster, avec la précaution qui est de bien savoir que on ne réussit jamais du premier coup, que les ajustements ne sont pas des aveux d'échec, mais plutôt de réjouissants réglages, hein, qui vont permettre d'aller vers du meilleur. Et quand on a installé ça, on a toute une organisation qui va joyeusement s'engager en prenant en considération le collectif. Et tout ça, en fait, permet à l'ensemble de l'organisation de comprendre en fait que c'est en avançant qu'elle apprend, qu'elle est capable de traiter les difficultés, qu'elle est capable de s'engager durablement dans du meilleur. Et la plupart du temps, en fait, c'est quand même très, très satisfaisant. Voilà. Après, On a deux témoignages à vous partager. Un premier témoignage d'un avocat avec qui on travaille, et puis un second témoignage d'un DRH. voilà. Nous accompagnons régulièrement des entreprises confrontées à des situations sensibles impliquant des risques psychosociaux, des signalements de harcèlement moral ou sexuel, ou encore des allégations de discrimination. Mon choix de faire appel au cabinet des ressources et des hommes repose principalement sur 3 critères. En premier, une approche rigoureuse et méthodique dans l'analyse des dynamiques relationnelles au travail. Ensuite, il y a une capacité à intervenir rapidement et en toute indépendance. Et enfin, la qualité des outils d'évaluation et des préconisations qui permettent aux employeurs de prendre des décisions éclairées, juridiquement sécurisées et respectueuses des personnes concernées. Le retour que je peux faire des interventions du cabinet des ressources et des hommes est très positif. Les directions que j'accompagne ont particulièrement apprécié sa disponibilité, sa compréhension des difficultés rencontrées et la clarté des rapports, à la fois synthétiques, documentés et opérationnels. Une posture équilibrée, ni partisane, ni complaisante, permet de restaurer un dialogue apaisé et factuel. Le respect du cadre légal, notamment en matière d'anonymisation des propos, de protection des lanceurs d'alerte et de neutralité procédurale. Enfin, il y a aussi la discrétion et la déontologie dont les intervenants font preuve dans des contextes souvent tendus ou dégradés. Les diagnostics ont été des outils précieux pour objectiver des situations complexes, orienter les décisions RH et, dans certains cas, prévenir ou encadrer le contentieux prud'homal. Dans le cadre de notre collaboration avec le cabinet des ressources et des hommes, nous avons eu l'opportunité de bénéficier de 2 types d'interventions. D'abord, une action de formation au management à destination de nos cadres,
et un accompagnement dans le cadre d'un diagnostic des risques psychosociaux au sein de l'un de nos établissements. Le diagnostic RPS s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Une approche claire et respectueuse a été particulièrement appréciée par les professionnels de l'établissement. La disponibilité, l'écoute attentive et la bonne compréhension des enjeux ont fortement contribué à l'apaisement d'une situation délicate et à la mise en place d'un plan d'action adapté. La posture de conseil, alliant rigueur et bienveillance, a été un véritable atout dans cette démarche. Voilà, en fait, tout ce qu'on voulait vous dire, c'est que finalement, les crises, chaque crise permet au système d'avoir l'opportunité d'apprendre à faire quelque chose de plus, de mieux ou de différent. Et c'est une montée en général en maturité de l'organisation sur le long terme, enfin, le moyen et le long terme. Et donc les actions de prévention qui sont à l'œuvre quand on travaille avec une pensée systémique, c'est vraiment ça, pouvoir s'améliorer, faire des propositions, tester, voir ce qui manque dans l'organisation, quelles sont les compétences, par exemple managériales, en termes de régulation des conflits, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait, enfin, qu'est-ce qu'on va amener à apporter, faire grandir pour à chaque fois permettre du meilleur en fait dans les organisations et améliorer son document unique d'évaluation des risques. Quelle est la durée moyenne d'intervention, Jérôme? Quand La vous durée avez- moyenne, alors là, Ça va être vraiment. Ah, tu peux peut-être donner quelques exemples de cours et oui, moyens. un diagnostic qui va intervenir dans une organisation d'une cinquantaine de salariés. En général, en fait, c'est entre 6 et 10 jours d'intervention et ça va dépendre de la méthodologie à employer. Donc, dans certains cas, on va envisager d'entendre individuellement chacun des collaborateurs. Donc là, c'est en général quand on a une situation qui est critique avec des précautions particulières parce on suspecte hein, qu'il y ait des choses qui sont en rapport avec de l'intimidation, de l'empêchement de la parole. Quand on peut intervenir dans une organisation avec des mini-collectifs, comme je l'expliquais tout à l'heure, là où on bascule progressivement de l'insatisfaction à la demande ou à la proposition d'amélioration, là on peut économiser du temps, on peut être beaucoup plus court dans le temps. Les dernières enquêtes pour suspicion de harcèlement, Ah ben, il y a eu des choses. quand on a une enquête, enfin une intervention sur une alerte harcèlement, là c'est pareil, en fait ça va dépendre du périmètre de l'enquête, mais c'est des choses qui vont prendre peut-être maximum entre 3 et 5 jours d'intervention. Et alors la première réponse qu'on fait, en fait, c'est la réponse à la question qui nous est posée, à savoir comment se fait-il et est-ce que c'est avéré en fait qu'il y a bien du harcèlement, que est-ce qu'on peut matérialiser les choses, est-ce qu'on peut aller récupérer des témoignages à droite à gauche? Ça, on répondra à cette question-là, mais on va systématiquement accompagner cette réponse-là d'une réponse, enfin plutôt d'un commentaire sur l'état du système et la culture de l'organisation dans laquelle ce type de difficulté se réalise. Donc, on ne va pas se contenter en fait de répondre au premier degré. On va systématiquement bah, dire ce qu'on a compris et ce qu'on a vu dans l'organisation et comment c'est possible en fait d'installer véritablement des choses qui sont plutôt du registre de la prévention pérenne. Pareil, quand on fait des diagnostics sur les risques psychosociaux en utilisant la méthode INRS, donc avec les 6 facteurs de risque qu'on va checker, on peut faire des petits groupes dans certaines organisations pour comment, aller plus vite en fait. Mm. Là, on va poser les bases de la confidentialité, des échanges, etc. Et ce type là, pour une dernière intervention qu'on a faite, il y avait
35 personnes. Ça a dû prendre combien de temps? 5-6 jours Ouais, entre le j'ai temps de compris. Ouais. consultation, le temps de rédaction, le temps de présentation à la direction, au comité de pilotage et au personnel des résultats de l'enquête. Et on s'aperçoit en fait que ce qui est important, bien sûr, en fait, c'est le travail d'enquête, de collecte, d'analyse, mais il y a un temps qui est précieux, c'est celui de la restitution. Et la restitution, en fait, on va se donner les moyens de l'accompagner dans les meilleures conditions, à savoir, on fait une première restitution à l'encadrement ou à la direction, on fait un deuxième niveau de restitution, alors c'est le même contenu, mais on prend le temps de bien expliquer les choses. On peut faire ça à la représentation du personnel dans le cadre d'un CSE ou un CSSCT. On a des fois un comité de pilotage qui existe, hein, et donc on va le faire aussi avec le comité de pilotage, où là on va rentrer vraiment dans la cuisine, dans la mécanique du sujet. Et puis il y a aussi le temps de restitution à l'ensemble du personnel. Donc, des fois ce sont des assemblées générales du personnel, et d'expérience, hein, ce temps-là est vraiment très très important parce que c'est la même voix qui est portée sur l'ensemble de l'effectif et des représentants du personnel qui ont déjà eu une première restitution vont vérifier la sincérité de la restitution qui est faite. Ça aussi, c'est très important. Sincérité et transparence. Ça participe de la mise en sécurité de tout le monde. Ça participe en fait de la possibilité qu'éclore à l'intérieur du système des intelligences et des bonnes propositions. Et quand on a des gens qui sont en sécurité, en fait, on a des gens intelligents. Alors j'ai une autre question. Vous intervenez plutôt dans les entreprises privées, mais est-ce possible aussi dans les collectivités publiques, par exemple celles où se mêle la politique, organisation parfois très difficile pour les agents? On peut le faire, mais on est rarement sollicité par ces organisations-là. Je me risquerais quand même d'une petite interprétation. C'est que c'est très important dans ces organisations-là que les choses ne bougent pas. Je Je m'en doute bien. ne sais pas si c'est politiquement correct, mais Cas, voilà, n'hésitez pas même à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations ou revenir sur des points par rapport à cette méthodologie d'intervention ou cette manière de réfléchir, ne serait-ce que pour analyser un cas pratique, soit que vous avez, soit que vous suivez auprès de vos clients. On est à Reims, hein, je le rappelle, mais on intervient partout. On est aussi disponible pour discuter, juste voilà, échanger à bâton rompu et je le fais assez facilement et avec beaucoup de plaisir. Donc, voilà, notre site, c'est desressourcesetdeshommes.com. Jérôme Gilles, Anne-Sophie Charrois, pour vous servir. Voilà. merci. Merci à tout le monde. Merci.